Merci. Waouh, je suis impressionnée. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de débuter cette journée avec vous. Alors j'ai le plaisir et aussi la responsabilité d'être la première keynoteuse de la journée. Et donc ce matin, les sensations que je ressens, c'est un peu similaire à ce que je vivais avant une première course, avant la première course de la saison. Après 8 mois de longue préparation, cette envie d'en découdre, à la fois beaucoup d'excitation, d'envie, mais toujours cette petite appréhension, en se posant 10 000 questions comme est-ce que je vais arriver à faire tout comme j'ai prévu? Est-ce que ça va matcher? Voilà. Donc c'est vraiment ce que je ressens ce matin. Mais à vous voir, finalement, ça me rassure et je pense qu'on va passer un bon moment. En tout cas, il faut savoir que ça fait déjà 7 mois que j'ai été contactée par les organisateurs d'Agile Grenoble 2019. Et du coup, vraiment, ravie de lancer le start. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que ce matin, c'est biathlon. J'espère que vous avez la tenue adéquate, que vous êtes chaud bouillant, parce que moi, je le suis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder une vidéo qui explique mon parcours jusqu'ici. Marie-Laure, elle est hors norme. Une des biathlètes françaises et mondiales de référence. Et elle a une âme guerrière, hein. Elle a tout fait comme il faut. Le massif des Pyrénées. C'est ici que tout a commencé pour Marie-Laure. Ces paysages majestueux, c'était son terrain de jeu. Au moment qu'elle était à l'air libre, avec le club de Luchon, là, Rocher-École, montagne, ski de fond, ski alpin, tout allait bien, hein, du moment qu'elle était dans la nature. Et c'était une gamine très déterminée, qui avait du caractère pour son âge. Elle m'accompagnait volontiers pour aller faire des chevaux à l'atelier pour forger. Ouais, ouais. Elle était très motivée par le métier de maréchal Ferrat, mais bon, je n'étais pas trop content et je ne l'ai pas trop encouragée. Et puis un jour, c'était les Jeux Olympiques. Elle avait vu Poiret, elle m'a dit je vais faire ça. Elle voulait faire du biathlon. Et tous les jours, elle venait faire ses tirs, et puis partout, dans les maisons, partout, à l'auberge, partout, il y avait des post-it avec des cibles. Et elle s'entraînait. La suite va se passer à 643 km de ses montagnes natales, direction les Alpes et le massif du Vercors. Ses résultats en biathlon sont très prometteurs et elle est autorisée à intégrer la cité scolaire sport-études de Villard-de-Lans. Je l'ai laissé partir. Bon, attention, j'avais quand même un petit pincement au cœur parce qu'elle était jeune, hein, elle avait 15 ans ou 14 ans, un truc comme ça. Et donc partir d'ici, connaître personne là-bas, c'était compliqué quand même. Ça, je peux vous dire que quand je l'ai amenée à Villars, que je l'ai laissée au lycée comme future interne, ben, ça m'a marqué, je peux vous dire. Les plus grands espoirs du biathlon français viennent ici passer leur bac. L'entraîneur, c'est lui, Thierry Dussert, marqué à jamais par sa rencontre avec Marie-Laure. Ce qui a fait sa grande force, c'est ses qualités mentales. Elle savait pourquoi elle était là. Et je dois dire qu'à 15 ans, c'est pas quelque chose qui est dans la norme de savoir. Parce que des fois, c'est le projet de papa ou de maman. Là, c'était le sien de projet. Très vite, elle gagne tous les titres. Elle a été très précoce, hein, championne de France cadette, championne de France jeune, et puis après de suite sur le circuit international, où elle a été championne du monde jeune, et je crois que vice-championne du monde junior. Elle a réussi, mais elle s'est donné les moyens pour réussir. Hein. Franchement, elle s'est investie beaucoup. Elle a fait des sacrifices, mais elle s'est donné tous les moyens. De toute façon, si on n'a pas l'amour du travail bien fait, dans la vie, c'est compliqué. Il lui a suffi de 4 ans. 4 ans pour entrer en équipe de France. Et de 2007 à 2014, elle va s'imposer parmi les meilleurs biathlètes du monde. Le palmarès en chiffres, c'est 2 médailles olympiques, c'est 9 médailles mondiales. Elle a été pendant 2 années sûres et certainement 3 années la meilleure tireuse mondiale. C'est 94% de réussite. Ce qu'elle a fait, pour l'instant, ça n'a jamais été égalé. Voilà. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est donné uniquement à des gens qui travaillent énormément, à des gens qui savent s'accrocher et à des gens qui ont un caractère.
c'est l'humilité. L'humilité durant sa carrière, de savoir que dans un sport aussi tendu que le biathlon, où une petite erreur au tir peut vous faire passer de la première à la 50e place, d'avoir à chaque course l'humilité de tout remettre à plat. De ne pas se dire j'ai gagné la veille, donc je vais gagner le lendemain. Devenir un champion exige du caractère, des valeurs, un encadrement et une méthode sans faille. C'est ce que Marie-Laure veut partager aujourd'hui. Marie-Laure a toujours voulu transmettre. Transmettre, c'est dans son ADN, ça, Marie-Laure. J'étais persuadé, lorsque je l'ai eu à l'entraînement, que ce serait un futur coach. Voilà, elle a trop de choses à exprimer pour le garder intérieurement. C'est la rencontre à faire, Marie-Laure Brunet, dans sa vie. Je vous promets, je ne les ai pas payés pour raconter tout ça. Ok. Au cours là, des cas, il nous reste environ 40 minutes. Et donc les 40 minutes qu'on va partager ensemble, je vais revenir avec vous comment, de manière spontanée et intuitive, je suis allée vers mon succès, vers le succès tôt dans ma carrière, et comment, quand tout s'est écroulé, j'ai réussi à identifier, analyser, conscientiser quels avaient été mes leviers de performance, mais aussi mes limites. Alors, le temps est imparti et assez restreint. Du coup, il n'y aura pas de temps dédié aux questions-réponses, mais par contre, je vais être là toute la journée. Donc, sollicitez-moi. Vraiment, il n'y a que des bonnes questions et c'est avec plaisir que j'y répondrai. Est-ce que vous êtes chaud? Vous êtes prêts? Ok. Donc, pourquoi j'ai choisi d'intituler ce témoignage « S'il suffisait d'oser » ? Parce que « oser » est un verbe qui m'inspire l'action. Alors aujourd'hui, je suis venue sans ma carabine. C'est plus très bien vu de se déplacer avec une arme. Mais je pense que c'est vraiment un verbe qui me caractérise depuis mon plus jeune âge. J'aime être dans l'action, j'aime aller de l'avant. Et puis, oser, c'est à mon sens le premier pas vers l'épanouissement. Il faut oser sortir de ce qu'on connaît, de là où on est à l'aise, pour se découvrir de nouvelles facettes de nous-mêmes et du coup, aller vers l'épanouissement. Et oser, ça permet après de pouvoir doser avec justesse et juste agilité. Alors, avant d'aller plus loin dans ce témoignage, je vais vous présenter les points que je vais développer au cours des 40 minutes. À l'origine, un rêve, définir un objectif et l'atteindre, répondre au présent le jour J, le collectif, cultiver le bon état d'esprit. Voilà, ça serait un résumé de ce qui m'a permis d'atteindre le haut niveau. Le biathlon, c'est quoi? Bon, vous l'avez vu. Ceux qui osent encore penser que c'est de la natation et de la course à pied, vous sortez de la salle. Et si je le dis, c'est parce que c'est du vécu. Donc, ok, on est d'accord, le biathlon, c'est 2 disciplines. Le ski de fond, où il faut aller très vite, faire monter le cœur, et le tir, où là, il faut arriver à redescendre, à se poser, pour lâcher les 5 balles bonnes dans la cible en moins de 25 secondes. Donc c'est vraiment cette dualité entre 2 disciplines totalement antagonistes. Le biathlon, c'est 6 formats de compétition avec des courses individuelles et des courses par équipe. Clairement, au début, quand j'ai choisi le biathlon, c'est parce que c'était une discipline individuelle. Mais je dois vous avouer que j'ai pris beaucoup de plaisir grâce au format collectif. Et ça, je pense que ça a généré des émotions et des joies en moi qui sont beaucoup plus grandes parce qu'elles sont partagées par rapport aux joies individuelles qui sont beaucoup plus restreintes, on va dire. 1960, c'est l'année où le biathlon a été inscrit au programme olympique. C'était aux Jeux de Sceaux Valley. 3,5 kg, c'est le poids minimum de la carabine, un poids imposé par la Fédération internationale de biathlon. Donc tous les athlètes, hommes et femmes,
ont une arme sur le dos qui fait au moins 3,5 kg. Après, chacun peut mettre un peu plus de poids, mais ça, vous imaginez bien que dans les bosses, ça se ressent. La mienne, pour information, elle faisait 3,6 kg. C'est toujours le juste équilibre entre de la stabilité, parce que plus la carabine est lourde, plus elle est stable. Mais après, il faut la porter. Donc chacun, après, gère avec son appréciation. 50 mètres, c'est la distance qui me sépare, quand je suis sur le tapis, de la cible. 50 mètres avec une cible à abattre, couchée, qui fait 4,5 cm. C'est l'équivalent de cette balle de golf. Donc 50 mètres, 180 pulses, une balle de golf, à l'œil nu. Il n'y a pas de grossisseur. Et 11,5 cm, c'est l'équivalent de ce CD. Bon, je peux encore sortir cet exemple, mais bientôt il sera vraiment has-been. Mais vu que vous êtes vétéran, j'ai compris que je pouvais sortir ce référentiel. Je m'inclus dedans. Hein. Ok, donc, vous voyez, en fait, couché, si vous regardez, est-ce qu'il y en a qui regardent le biathlon le week-end? Cachez votre enthousiasme. En fait, quand vous regardez la télévision, la cible en noir, elle fait toujours l'équivalent de ce CD. Seulement, couché, il n'y a que le milieu qui bascule, l'équivalent de la balle de golf. « 15 000 balles », donc c'est pas ce que je touchais chaque jour. C'est vraiment le nombre de balles que je tirais par hiver, entraînement et courses confondues. Donc ça fait quelques heures passées sur les pas de tir. 30 paires, c'est le nombre de paires de skis que j'avais dans ma housse par hiver. Parce que la neige, c'est vraiment un élément qui est très subtil, hein, qui change rapidement. Et du coup, il faut avoir tous ces skis pour le jour J, avoir la paire la plus adaptée. Et donc, toute ma carrière, j'ai skié sur des skis Rossignol, donc à quelques kilomètres d'ici. Et ça, c'est vraiment une grande fierté pour moi, parce que c'était comme un lien presque familial. Et les skis qu'il y avait dans ma housse, alors c'est pas moi qui les gérais, ça j'y reviendrai un peu plus tard, c'était Grégoire, mon technicien. Lui avait la mission de s'occuper de mes skis, en collaboration avec Rossignol. Forcément j'intervenais, mais c'était vraiment sa mission à lui, pour sortir les meilleurs skis possibles, parce que chaque ski présent dans ma housse était fait sur mesure à l'atelier à Moiran. 650 heures, c'est le temps passé à l'entraînement, mais dans ces heures-là, je compte que la partie physique. Alors la particularité des fondeurs, des biathlètes, tous ces sports d'endurance, c'est qu'on est un peu bourrin, comme on peut dire. Et donc nous, on compte que ce qui nous permet d'aller vite. Donc le temps passé au pas de tir n'est pas inclus dans ces 650 heures. 650 heures, c'est quasiment 2 entraînements par jour, toute l'année, en sachant que les gros mois de préparation se font à partir de juin jusqu'à septembre-octobre, puisque l'hiver, il y a beaucoup de compétitions, 40 jours de compétition, et donc ça s'enchaîne énormément, et c'est le travail foncier qui permet de pouvoir enchaîner les courses en gardant un bon niveau. L'hiver, finalement, on s'entraîne très peu, c'est presque de la récupération entre chaque course, la récupération active, mais on ne refait plus de gros travail spécifiques. 40 jours de compétition, parce qu'en Coupe du Monde, c'est 3 courses par semaine pendant 3 semaines. Après, on rentre une semaine ou 15 jours à la maison et on recommence ça pendant 4 mois. Donc c'est vraiment la particularité des sports saisonniers comme le biathlon, où on s'entraîne pendant 8 mois, 8 longs mois, pour 4 mois de compétition. 10 pays, c'est à peu près le nombre de pays visités chaque hiver, ou d'aéroports, ou pas de tir. Finalement, je n'ai pas eu le temps de faire trop de tourisme, mais c'était déjà une grande chance de pouvoir découvrir de différentes cultures à travers le sport. Ça m'a donné des idées de voyage pour la suite. Et 1 million, c'est vous, ceux qui regardent le biathlon chaque week-end sur la chaîne L'Équipe.
En tout cas, en France, maintenant, à peu près sur chaque course, il y a autour d'1 million de spectateurs. C'est souvent plus. Et en tout cas, c'est le cas depuis plusieurs années pour les autres nations, que ce soit en Scandinavie, en Russie, en Allemagne, là où le biathlon est vraiment roi. Maintenant, vous êtes incollables sur le biathlon. Il y a un petit quiz à la fin. J'espère que vous avez pris des notes. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Je pourrais commencer par vous expliquer comment je suis parvenue à décrocher mes 2 médailles olympiques, mes 9 médailles mondiales ou mes 34 podiums en Coupe du Monde. Et pourtant, je vais commencer par la fin. La fin, c'était ce fameux 21 février 2014, le jour du relais 4 fois féminin aux Jeux de Sotchi. Ce jour-là, j'avais la mission de lancer le relais féminin. J'adorais ça. Je faisais ça depuis des années. Lancer le relais, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Vous savez, c'est exactement comme dans une équipe en entreprise. Vous mettez les collaborateurs là où ils sont bons. Et moi, mes compétences, elles étaient parfaites pour ce poste de première relayeuse parce qu'il faut savoir partir vite, bien se placer dès le début de la course parce qu'on part tout ensemble. Donc il faut savoir être malin et se faufiler dans les skis des autres pour se placer devant, tout en gérant le premier tour. Arriver au premier tir et malgré la pression d'être tout ensemble, mettre les 5 balles et repartir le plus vite possible. Un bon relais, c'est un relais qui est passé en tête ou à moins de 10 secondes de la tête. Et ça, j'adore. Ce jour-là, déjà à l'échauffement le matin, je sentais que c'était compliqué, mal aux jambes, pas de jus. Je l'ai dit à mon entraîneur. Il m'a dit « Mais si, ça va aller 6 km. » Je me suis dit « Il a bien raison, 6 km c'est rien, j'ai fait ça des dizaines de fois. Je vais encore une fois serrer la vis. » C'est vraiment le terme que j'ai employé, en me disant « Allez, serre la vis, ça va le faire. » C'est vraiment la méthode de Coué. Et en fait, la réalité, c'est que depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, j'étais en surentraînement. C'est-à-dire que je continuais à m'entraîner, mais que tout était vraiment compliqué, c'était douloureux. Je montais 4 marches, ça me faisait mal aux jambes. J'étais à un état de surentraînement que j'avais voulu occulter, parce que malgré ça, j'arrivais à faire des performances. Et ce jour-là, ce vendredi 21 février 2014, je prends le départ de la course. Comme d'hab, je donne tout dès le départ, sauf que là, comme dans un mauvais rêve, j'ai l'impression de me voir et d'être à l'extérieur de mon corps. Et j'arrive même pas à être aux avant-postes comme c'était le cas d'habitude. Malgré tout, je donne tout, je fais mon premier tour. J'arrive au pas de tir, je mets les 5 balles, je ne sais pas comment. Je repars, et là, à la sortie du pas de tir, il y avait une grande côte, une des difficultés de cette piste. Et d'un coup, mon corps me dit stop, je m'écroule. Et puis c'est moi. Je sors en civière. Donc là, mes coéquipières sont encore, elles sont encore en train de s'échauffer. Elles n'ont pas pris le départ. Donc là, je souris, mais en vrai, là, ça a été un choc. Et ce jour-là, cette sortie de piste qui s'apparente à un échec m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et ça a été le début de la seconde partie de ma vie. Mais pour qu'il y ait une fin, il faut qu'il y ait un commencement. Et le commencement, ça va jusque-là, j'ai l'impression d'avoir pété l'ambiance. À l'origine, un rêve. Alors mon rêve à moi, c'était dans les Pyrénées. Vous avez vu mes parents, vous avez vu l'environnement dans lequel j'ai grandi. En fait, j'ai fait partie vraiment d'une famille avec des parents amoureux de nature, de sport, mais c'était des compétiteurs du dimanche. Ils mettaient un dossard, mais ça n'a jamais été des athlètes de haut niveau. Donc j'avais vraiment pas la vocation d'être une athlète de haut niveau. Et pourtant, dès mon plus jeune âge, j'ai fait du ski alpin, du ski de fond. Et puis c'était un soir de février 2002. C'était pendant les Jeux Olympiques de Salt Lake City. Ce soir-là, mes parents m'ont autorisé à regarder la télé plus tard que d'habitude. Et là, je découvre le biathlon. En fait, j'ai surtout découvert Raphaël Poiré, qui venait de décrocher une médaille pour la France. Et je me suis dit, mais c'est génial ce sport.
je sais déjà faire du ski de fond, il n'y a plus qu'à me mettre au tir. Et là, une vocation est née. Et pour vous situer, entre ce jour où je me suis dit je vais faire du biathlon et être médaillée olympique, bon, au fond de moi, je voulais être championne olympique quand même, j'étais médaillée. Il y a 8 ans qui séparent ces deux photos. 8 ans, c'est beaucoup et peu à la fois. Et donc, ce jour-là, dans les Pyrénées, à l'âge de 14 ans, j'ai osé rêver et croire à un projet presque de fou, insensé. Surtout, j'ai osé écouter mon intuition, mon cœur. Et heureusement, parce que si j'avais écouté ma raison, vous savez, il y a plein de... Souvent, quand on se pose des questions, on se dit « Ah, mais est-ce que c'est bien? Les gens vous traitent de fou parfois quand vous entreprenez. » Et finalement, si vous écoutez votre cœur, votre raison, ben, vous foncez et ça fonctionne. Et ça, c'est avant que le cerveau traite l'information, sinon, si vous étiez vraiment rationnel, vous n'y irez pas. Ben, moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Et du coup, je me suis mise en action. J'ai demandé à mes parents si je pouvais partir en ski-études. Donc, pour faire ma 3e, je suis partie à Font-Romeu. C'était à 3h30 de chez moi. Donc, je suis partie interne. Et là, ça a été vraiment le début où j'ai découvert le biathlon. Puis, j'ai rencontré un certain Martin Fourcade. Je ne sais pas si ça vous parle, ici. Et avec Martin, on a passé notre brevet. Après, on s'est dit... A priori, dans le Vercors, à Villard-de-Lans, ça me fait bizarre de dire Villard-de-Lans, moi je dis Villard-de-Lans, parce que dans les Pyrénées, on prononce toutes les lettres. À Villars, il y a beaucoup d'athlètes, et son frère aîné, Simon, était déjà à Villars, et on s'est dit, c'est là-bas qu'il faut qu'on parte. Et du coup, on a contacté, déjà on a négocié avec nos parents, pour savoir si c'était OK. Ils ont dit, ouais, allez-y. Déjà, ils étaient sereins, parce que c'était un peu l'aventure. Et on a contacté Thierry Dussert. Et vous savez, pour entrer dans ces ski-études, ce sont des pôles espoirs, il faut des critères. Et nous, on n'avait pas ces critères-là, parce qu'on n'avait pas encore le niveau. Mais l'entraîneur nous a fait confiance, il s'est dit, il y a 2 jeunes qui sont prêts à se faire 600 km, à quitter leurs parents et leur famille, je leur donne leur chance. Et c'est comme ça que le rêve a commencé à prendre forme. Alors, voilà, je me suis mise en action, j'ai quitté mes Pyrénées, Bagnères de Luchon, pour partir à Villard-de-Lans. Mais à votre avis, est-ce que c'est suffisant pour réaliser un rêve d'enfant? A priori, non. Parce que oui, il faut se mettre en mouvement, mais il y en a plein qui se mettent en mouvement et pour autant, ça ne concrétise pas. Alors, rétrospectivement, quand j'analyse ma carrière, ce qui m'a permis de pouvoir concrétiser ce rêve olympique, c'est avant tout parce que de façon inconsciente, j'ai posé des objectifs. Et vous savez à combien c'est important dans tout projet de vie, projet professionnel, de bien définir son objectif. Mon objectif, je l'ai défini de cette manière. C'était un objectif SMART, vous connaissez tout ça, spécifique, mesurable, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Spécifique, oui, être médaille olympique de biathlon. Atteignable, mesurable, oui, c'est tout, c'est facile, il y a une feuille de résultat, il y a la médaille, c'est mesurable. Atteignable, bah oui, si Raphaël Poiré l'a fait, bah, je suis capable. Donc c'est réaliste. Et temporel, ben en fait, c'est facile, hein, les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Donc il n'y a pas besoin de tergiverser. C'est facile de se mettre des points comme ça de concrétisation tous les 4 ans. Alors, mon objectif à long terme, il était clair, c'était les Jeux Olympiques. Mais quand même, en arrivant à Villars, je partais de loin. Et donc là, déjà, il a fallu que je m'intègre, que je comprenne à qui j'avais affaire, quel groupe j'intégrais. Ok, ça reste la France, il n'y a pas eu un gros déracinement, mais quand même, j'ai quitté ma famille, mes amis, ils n'avaient pas le même accent que moi. Donc dans un premier temps, j'ai pris le temps d'observer, d'écouter mon environnement pour pouvoir après m'adapter et aussi me faire intégrer par les autres, mes coéquipiers, mes nouveaux collègues. Ça a été le premier point. Et puis, à moyen terme, je me suis dit, bon, ok, j'ai toujours pas gagné de course, même dans les Pyrénées, c'était galère. Alors, je vais commencer par en gagner au niveau national.
puis après j'en gagnerai au niveau européen, puis mondial, et quand j'en serai là, déjà, j'aurai bien avancé sur mon chemin. Et à court terme, vous savez, c'est ce fameux objectif à court terme, qu'est-ce que je suis capable au quotidien de mettre en place pour avancer et puis baliser comme ça ma trajectoire vers mon objectif final sans me laisser écraser par le poids de l'objectif final. J'en suis sûre que vous vivez tout ça au quotidien dans vos différents métiers. Il y a des objectifs fixés qui sont tellement impressionnants quand on les regarde que ça peut nous paralyser. Et c'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir vraiment ces objectifs à moyen et court terme qui nous permettent d'avancer et au fur et à mesure de se dire « Ok, je suis capable et je me suis mis en mouvement ». Donc ça, voilà, ça c'était ma définition que j'ai faite de façon inconsciente. Et puis au quotidien, là c'était vraiment sur les objectifs à court terme, il y a deux qualités qui m'ont été très utiles, c'est l'exigence et la rigueur. L'exigence et la rigueur, c'est un état d'esprit, c'est cette capacité à chaque jour avancer et oser emprunter les chemins difficiles plutôt que la facilité. Un exemple concret, quand je partais en footing, parce que je faisais beaucoup de courses à pied pour m'entraîner, parce que la course à pied en montagne, en tout cas, ça fait bien le cardio et puis musculairement, c'est hyper sollicitant. Donc je courais beaucoup. Et à chaque fois que j'arrivais à un croisement, s'il y avait un chemin qui partait à plat ou un chemin qui partait à monter, mon élan naturel aurait voulu aller à plat, mais moi, j'allais en montée. Et pour moi, l'exigence et la rigueur, c'est ça. C'est ne pas choisir la facilité. Ça ne veut pas dire qu'on se met dans le dur et que tout est compliqué et qu'on se crispe. Non, c'est être dans un état d'esprit où, oui, j'ose aller explorer des sentiers qui sont un peu plus biscornus, mais qui vont me permettre de développer de nouvelles compétences. Et pour moi, l'exigence et la rigueur, c'est vraiment ce qui permet de développer de nouvelles compétences. Et à force de les répéter, par l'entraînement, au quotidien, on les intègre. Une fois que c'est intégré, on peut passer à autre chose. Donc ça, voilà, c'est vraiment cet état d'esprit que j'avais au quotidien, qui me permettait, derrière la carabine, alors il disait dans la première vidéo, j'ai été la meilleure tireuse du circuit, hommes et femmes confondus pendant plusieurs années, parce que j'avais cette rigueur-là, à chaque séance, de ne pas m'autoriser à lâcher des balles à côté. Donc, pour moi, chaque séance était comme une course, parce que je me disais, si je me l'autorise en séance, je vais me l'autoriser en compétition. Et puis, l'humilité, ça, je pense que ça a été vraiment un trait de caractère qui m'a permis d'être la meilleure tireuse du circuit, parce qu'avant chaque compétition, j'avais l'humilité de me dire, OK, on fait reset, et on repart sur une nouvelle base. Ne jamais penser que c'est acquis, parce que le tir, c'est traître. En fait, j'en suis sûre qu'il y a une grosse partie de vous dans la salle qui pensait que ce qui est dur, c'est de tirer et souffler. Oui, c'est vrai, mais ça s'entraîne. Le plus compliqué, c'est la gestion des émotions. Vous savez, c'est comme juste avant de concrétiser un projet, la signature d'un contrat. Vous êtes à deux doigts, vous avez tout mis en place, et là, vous avez ces pensées-là qui arrivent en essayant de vous perturber. Ça, c'est l'ego qui arrive et qui essaie de vous perturber. Ben, le tir, c'est ça. On arrive sur le pas de tir. Si je suis à 15 sur 15 et que je commence à me dire ben, c'est bon, je vais faire le 20 sur 20, ben là, vous êtes sûr que j'entends le paf et que la balle, elle ne va pas dans la cible. Et l'humilité, c'est cette capacité à toujours rester concentré sur la manière, les compétences, sur quoi je m'appuie, quelles sont mes compétences qui vont me permettre de mettre toutes les balles au fond de la cible, plutôt que sur le résultat. Est-ce que ça vous parle? Vous y voyez là, à deux pas de concrétiser, et puis il y a tout un flot de pensées qui arrive. Eh bien, votre humilité, convoquez-la à ce moment-là, et c'est elle qui va vous permettre de revenir sur vos fondamentaux. Donc là, par rapport à mon objectif olympique, on a déjà bien avancé. Il y a des bases qui sont posées. C'est assez solide. Maintenant, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la feuille de résultat.
Et mon entraîneur, Thierry, que vous avez entendu dans la vidéo, il disait toujours, de toute façon, les gens ils se souviendront que d'une chose, c'est des 3 premiers, le reste appartient à la littérature. C'est une réalité. Qui se souvient du 4e aux Jeux Olympiques de Turin? Personne. Répondre présent le jour J. Alors là, je vous propose de revivre la course où j'étais médaillée de bronze en poursuite. Donc direction Vancouver. Direction Vancouver pour les Jeux Olympiques. Bienvenue sur le stade de biathlon, à Whistler plus précisément, pour la course de la poursuite. La poursuite, c'est quoi? C'est une première boucle de 2 km. La partie en bleu. Et un premier passage au pas de tir, la zone rouge, pour un premier tir couché, 5 balles. Et il y aura un tour de pénalité à effectuer par balle ratée. Une deuxième boucle, toujours la même, avec un deuxième passage au pas de tir, toujours couché, 5 balles. Une troisième boucle. Et là, on arrive au pas de tir pour le premier tir debout. La course se construit sur les couchés, mais elle va se gagner sur les debout. Quatrième boucle. Dernier passage au pas de tir, c'est là où la course bascule. 5 balles. Et puis un dernier tour pour allier l'arrivée. Vous l'aurez compris, au total, 10 km de ski entrecoupés de 4 tirs. Nous sommes à quelques minutes du départ. Les spectateurs viennent s'installer, les supporters là dans les tribunes. On finit l'échauffement, les conditions sont stables, quelques flocons, très peu de vent, des conditions idéales. Aujourd'hui, je m'élance en 6e position à 28 secondes. Pourquoi? Il y a 2 jours, il y a eu le sprint, c'est une course contre la montre, 7,5 km de ski, entrecoupé de 2 tirs. Au sprint, j'ai terminé 6e à 28 secondes. Du coup, à la poursuite, je m'élance en 6e position à 28 secondes de la tête, Anastasia Kuzmina, la Slovaque. Là, on est vraiment à quelques secondes du départ. Toutes les concurrentes viennent dans la zone de départ, chaussent les skis, vérifient le matériel. Et ça y est, c'est parti pour Anastasia Kuzmina, pour Neuner l'Allemande. À droite de l'écran, on avait Marie-Dorin Haber, ma coéquipière. Et là, tout à droite, c'est moi, avec le dossard 6. À ce moment-là précis de la course, je sais qu'il me faudra faire le 20 sur 20 si je veux espérer décrocher la médaille. C'est parti sur ce premier tour de piste. Donc le premier tour, il faut y aller tranquille, même si on a envie d'envoyer sur les skis, il faut quand même se contenir parce que la course est longue, donc il faut être un fin stratège. Donc là, je me mets à l'abri derrière une autre concurrente et je skie relâché. Premier tir, 5 balles. Je distille mes balles une par une. Je fais le plein 5 sur 5, ce qui me permet de grappiller une petite place. Je sors en 5e position. Donc là, sur la deuxième boucle, c'est moi qui dois imposer mon rythme. Et donc là, il faut vraiment que je sois à l'écoute de mon corps, de mes sensations, pour être juste dans le bon tempo. Deuxième tir couché. Très peu de vent. Je fais le 5 sur 5 et là c'est la bonne opération de la course parce que beaucoup de concurrentes sont parties sur la note pénalité et là ça me permet d'intégrer le podium provisoire. À ce stade-là de la course, je suis potentiellement médaillée olympique. Premier tir debout. L'Allemande est déjà ressortie, la Slovaque aussi. Et moi, je continue à dérouler ce que je me suis fixé, balle par balle.
Ok, à ce stade-là, je suis à 15 sur 15. Et ce que je me dis dans ma tête, c'est normal Marie-Laure, c'est ce que tu t'es fixé. C'est une pensée parade qui me permet de continuer à dérouler mon plan d'action. Donc là, j'ai 25 secondes d'avance sur la quatrième, ce qui est plutôt confortable, mais c'est seulement l'équivalent d'une balle. Donc je sais que c'est tendu et qu'il faut absolument que je fasse le plein sur le dernier tir. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je suis toute seule sur la piste. Et donc là, j'imprègne un bon tempo pour continuer à avancer, à produire du bon ski, tout en gardant de l'énergie parce que je ne sais pas ce qui va se passer sur le dernier tir et il me faudra certainement être à la bataille. Donc vous voyez, il y a tout plein de pensées qui arrivent. Il faut traiter les informations au fur et à mesure et surtout rester connecté aux sensations corporelles. Garder en lucidité. Dernier tir, Neuner, l'Allemande, s'installe. Alors elle, c'est pas l'agence touriste au niveau du tir. Elle est capable du meilleur comme du pire. À ce moment-là, moi, j'arrive sur le pas de tir. Je vois exactement ce qu'elle est en train de faire. Je vois qu'elle vient de rater une balle. Et donc là, il faut que je prenne des décisions. Savoir si j'attaque ou si au contraire, je continue à rester dans mes marques et à mettre les balles une par une. Donc là, c'est un vrai mano à mano avec la Slovaque, mais en premier avec moi-même. Parce que le biathlon, mais comme tout, c'est avant tout un combat avec soi-même. Je vous laisse vivre le dernier tir. C'est bon, vous pouvez respirer. Je viens de faire le 5 sur 5. Je sais que je vais être médaillée olympique, sauf si je me mets une tarte, que si je chute sur la piste. Mais globalement, je sais qu'il faut juste que j'envoie sur le dernier tour. Moi, je me dis, c'est possible d'aller chercher la deuxième place. Mais finalement, 2 km, c'est très court. Et assez rapidement, je me rends compte que je vais être trop juste pour aller chercher la deuxième place. Alors je profite de mon dernier tour, je fais des grands sourires à mes coachs, à mes techniciens et je franchis la ligne d'arrivée en réalisant mon rêve d'enfant, donc c'est incroyable. Et il y a beaucoup de satisfaction, vous voyez, j'éclate pas de joie, je suis juste contente de enfin concrétiser ça. Alors là en fait, ce que j'ai vraiment retenu de cette course, c'est que ce jour-là j'étais dans l'état d'esprit. Vous savez, quand on parle d'alignement, là, il y avait tout qui fonctionnait. J'avais un matériel qui fonctionnait très bien, on glissait mieux que les autres nations. J'ai su faire le tir parfait, dérouler mon plan d'action tout en restant agile, en observant les conditions, la concurrence et en prenant des décisions au fur et à mesure. Et ça, vraiment, c'est ce qui m'a permis d'aller chercher cette médaille olympique. Après, en biathlon, comme je vous disais, tout se joue sur le dernier tir. Pour ceux qui regardent le biathlon, vous voyez que souvent la course bascule sur le dernier tir parce qu'il y a ces fameuses émotions, pensées parasites qui parfois prennent le dessus et font rater des balles. Donc tout s'est joué sur ce dernier tir. Donc vous voyez là, quand j'arrive sur le pas de tir, la Slovaque, là on est au ralenti, ça permet vraiment de décortiquer les actions. La Slovaque, elle a déjà un bon temps d'avance parce qu'elle est déjà en position alors que moi je suis seulement en train de prendre ma carabine. En même temps, j'observe le fanion à droite pour voir la force du vent et du coup analyser si je dois faire des modifications ou pas. Je sais aussi à ce moment-là que l'Allemande est partie sur la note pénalité, mais que malgré tout, elle va rester en tête. Donc que ça ne sert à rien de prendre des risques et qu'il vaut mieux que j'assure les 5 balles, surtout qu'au fond, il y a la concurrence qui arrive. Et donc là, si je rate une balle, ça va me coûter cher. Donc je traite toutes ces informations et en même temps, j'entends la Slovaque qui commence à basculer ses cibles. Et donc là, je reste vraiment concentrée sur la manière, focus sur ma visée, sur mon doigt. C'est ça que j'appelle les compétences. C'est voilà, sur quoi je peux m'appuyer pour basculer les cibles plutôt que de penser au résultat final. Et donc là, je déroule
Je pense bien à ma respiration, je reste calme et c'est vraiment un mano à mano avec la cible. Donc voilà, ça c'est pour moi une course référence qui m'a permis de pouvoir utiliser pleinement mon potentiel ce jour-là parce que tout était aligné. Alors là, je vous ai montré la partie qui fait rêver, les médailles. Mais bien évidemment, là, c'est moi qui ai bénéficié de la lumière parce que voilà, c'est moi qui franchis la ligne d'arrivée. A priori, c'est moi qui ai fait le job ce jour-là. Et pourtant, j'ai pu m'appuyer sur un collectif. Alors, le collectif, donc là, ça, c'est la médaille qu'on a gagné par équipe. Et le collectif, pour moi, il représente à la fois le staff, mais aussi mes coéquipiers, mes coéquipières. Vous savez, dans le sport de haut niveau, c'est comme en entreprise. On ne choisit pas ses entraîneurs, on ne choisit pas ses coéquipiers. C'est l'équivalent des managers et des collaborateurs. Et pourtant, on doit tous faire ensemble et grandir ensemble. Et donc, assez rapidement, quand j'ai intégré l'équipe de France, j'ai compris que ça ne servait à rien de faire cavalier seul, mais qu'il me fallait savoir m'appuyer sur les coéquipiers, les coéquipières, sur le staff, et aussi contribuer au collectif. Tout à l'heure, je vous parlais de mes paires de skis. Grégoire, mon technicien, lui, s'occupait de mes skis. Et pour moi, déléguer, c'est vraiment identifier des compétences différentes de celles qu'on a, parce qu'on ne peut pas tout apprendre, la vie est beaucoup trop courte. Donc il y en a d'autres qui ont de compétences différentes des nôtres, et l'intelligence, c'est de savoir s'entourer de ces personnes-là, et ensemble, aller vers la performance. Et donc Grégoire, je lui ai délégué cette partie, et je lui faisais pleinement confiance. À aucun moment, à un quart d'heure du départ, j'allais lui demander ce qu'il avait mis sous mes skis. Je lui faisais confiance. Puis après, on débriefait. Là, après, c'est la communication qui entre en jeu. Il faut savoir dire quand ça va bien, mais aussi faire un feedback quand ça ne fonctionnait pas. Et on a vraiment cette relation de confiance où tout pouvait être dit avec la manière. Collaborer. La collaboration, je l'ai vécue avec mes coéquipières, parce que rapidement, j'ai compris qu'il fallait que je nourrisse le collectif. J'étais la leader de cette équipe. Et en fait, j'avais beau être la meilleure tireuse mondiale, si je faisais mes choses un peu dans mon coin, je n'allais pas tirer la quintessence du collectif. Et donc, rapidement, j'ai mis en place des moments d'échange avec les autres athlètes, et notamment sur les séances de tir, je leur apportais ces compétences-là que j'avais développées, pour qu'elles aussi, après, m'apportent de nouvelles compétences. Et ainsi, on a créé un cercle vertueux, ce qui nous a permis assez rapidement de devenir une des meilleures équipes mondiales. La collaboration, c'est vraiment ça, c'est oser mettre les compétences ensemble et créer de la synergie. Et là, après, on est dans un état d'esprit qui est positif, et ensemble, on va beaucoup plus loin. L'ambition collective, clairement, on a tous envie d'être au top niveau. Et je vais rester sur l'exemple des coéquipières. On fait tout un sport individuel, on a tout envie de la même chose, on veut tout gagner. Et pourtant, on sait que c'est par le collectif, parce qu'on a un collectif fort, qu'on va se challenger et du coup qu'on va tout élever notre niveau. Et ça, c'est à mon sens vraiment l'ambition collective, où on se nourrit et on crée une super dynamique. À l'image d'une entreprise, chaque personne est un maillon de la chaîne. Et si à un moment donné, on commence à moins bien communiquer, à moins bien transmettre sa vision, à moins faire de retour, eh ben, la chaîne, après, elle est moins solide. Donc pour qu'il y ait une chaîne solide et incassable, il faut vraiment que chaque maillon soit juste à sa place et bosse en transversalité. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a réussi à faire avec le collectif France, aussi bien avec le staff qu'avec les coéquipiers. Enfin, cultiver le bon état d'esprit. Bon, là, je passe la 4e parce que c'est la fin. Mais je vais quand même parler de l'état d'esprit. Cultiver le bon état d'esprit
À mon sens, c'est cet état d'esprit d'ouverture, de curiosité, d'envie d'apprendre, d'avancer, de me challenger, qui m'a permis d'atteindre le haut niveau, de réaliser mon rêve olympique. Et justement, quand je n'ai plus été dans cet état d'esprit, pour des raisons personnelles, une séparation, un déséquilibre dans ma vie perso, j'ai fait une erreur, c'est que je n'ai pas voulu tenir compte de cela. Et j'ai avancé comme si de rien n'était. Donc j'ai vraiment fait l'autruche. Et surtout, j'ai voulu cristalliser, en m'appuyant sur ce qui avait marché avant, mais du coup qui n'était plus du tout adapté. Donc là, j'ai perdu en agilité et j'ai voulu reproduire. Et en fait, des copies, c'est moche. Et en reproduisant comme ça, en fait, je me suis enfermée dans un cercle vraiment destructeur qui m'a amenée jusqu'au burn-out. Parce que j'ai commencé par être fatiguée physiquement, je récupérais moins bien, je dormais moins bien. Mais je continuais à vouloir m'entraîner, à mettre de la charge. Sauf que du coup, charge mentale, charge physique, ça amène au burn-out. Et donc ça, c'est vraiment ce que j'ai compris après ma carrière. L'état d'esprit est déterminant, si vous voulez, profiter pleinement de votre vie et vivre votre vie dans vos baskets et pas à côté. Tirer profit de chaque situation. À Sochi, quand j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière, j'ai tiré profit de cette situation en analysant, à comprendre, en faisant vraiment un gros travail de réflexion et de compréhension sur qu'est-ce que j'avais loupé pendant ma carrière pour après le transcender et du coup le transmuter dans cette nouvelle partie de vie. Donc aujourd'hui, j'accompagne, je fais du coaching, j'accompagne toutes celles et ceux qui ont envie vraiment de mettre en lumière leur potentiel et surtout de le mettre en action. Parce que c'est bien d'avoir du potentiel, mais il faut l'activer. Rebondir, donc c'est trouver une nouvelle voie, s'épanouir. Parce qu'à mon sens, l'épanouissement, c'est la base, c'est la clé. On passe trop de temps à se plaindre, à regarder ce qui ne va pas. Alors qu'en fait, il y a plein de petits bonheurs au quotidien. Là, je vous ai parlé d'un truc extrême, c'est la médaille olympique. Et mon nouveau challenge, moi, dans cette seconde partie de vie, c'est de m'épanouir à travers ce que je fais et de me dire, oui, je contribue à quelque chose d'autre que juste ma personne. Donc voilà, c'est comment vous, au quotidien, vous trouvez du sens à ce que vous faites. Et la question que je vous pose, c'est comment vous allez continuer à être agile, à découvrir qui vous êtes profondément pour être épanoui dans votre vie. Les points clés, le rêve, le projet, l'ambition, c'est OK d'être ambitieux. L'humilité, l'agilité. Le collectif, parce que seul, c'est hyper compliqué, puis du coup, ça procure beaucoup moins de joie et de sensations. Et enfin, tout est une question d'état d'esprit. Le bonheur de demain se cultive aujourd'hui. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci.